L'alcool en France, c'est un peu partout. Apéro, fêtes, anniversaires. Mais derrière ce côté joyeux se cachent des chiffres alarmants. En France, la consommation d'alcool représente un enjeu de santé publique majeur puisqu'elle est à l'origine de 49 000 décès par an. À l'échelle européenne, l'alcool est responsable de plus de 7% des maladies et décès prématurés. On pourrait alors croire que c'est une fatalité. Mais heureusement, certains chiffres nous redonnent de l'espoir, puisque les jeunes boivent de moins en moins, et ça, depuis 30 ans. Mais alors, quels sont les risques liés à l'alcool? Comment faire pour freiner ou carrément arrêter sa consommation? On vous en dit plus. L'alcool est présent partout dans notre société, dans nos traditions, nos fêtes, nos moments de convivialité. L'alcool fait partie intégrante de notre culture, mais derrière cette apparente normalité, il cache des conséquences graves, parfois irréversibles, sur la santé physique et mentale. Aujourd'hui, on vous en dit plus sur l'arrêt de l'alcool notamment. La promesse de notre émission, analyser cette problématique par le regard de notre témoin, Samuel Blaise, 55 ans, entrepreneur originaire de Normandie, qui est ici pour partager avec nous son histoire, son combat et son parcours en tant qu'ancien alcoolique. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, le regard de notre expert, le docteur Diogo Alves, psychiatre et addictologue à Paris, qui nous apportera un éclairage médical sur les risques liés à une consommation excessive d'alcool. Merci, docteur, d'être avec nous. Mais avant cela, vous le savez, nous commençons toujours cette émission par votre regard. Notre regard à tous sur la question, c'est l'opinion publique. Et ce sont nos journalistes Hugo Valentin et Adèle Place qui sont allés dans la rue pour vous tendre le micro. Fête, tradition, apéro, mais aussi excès, dépendance, malaise. On a voulu savoir quel est le rapport des Français à l'alcool aujourd'hui et comment chacun perçoit sa consommation d'alcool. L'alcool, il y a pas mal de membres de ma famille qui sont alcooliques, mais moi j'ai découvert l'alcool assez tard. J'ai commencé à boire un petit peu à 19 ans et enfin voilà, je bois modérément, je bois en soirée, je bois socialement. Je suis un buveur occasionnel, je bois pas réellement tout le temps. Ça m'arrive de temps en temps quand je suis en soirée avec des amis, mais honnêtement je bois pas vraiment toutes les semaines. Je bois pas vraiment, ça m'arrive de boire si je sors en soirée ou quoi, mais c'est à peu près tout. Selon Santé publique France, malgré les dangers, l'alcool continue de bénéficier de représentations favorables dans la société française. Et les idées fausses ont la vie dure. 20% des Français pensent que l'alcool est bon pour la santé. La frontière entre consommation et dépendance n'est pas toujours claire, alors on a demandé à nos personnes interrogées à partir de quand considère-t-on qu'on est alcoolique. Les réponses sont parfois floues, vous allez le voir, et parfois très claires. Je sais, on est alcoolique à partir d'un verre par jour. Si on boit constamment un verre par jour, on est déjà considéré comme alcoolique. Parce que ça dépend, tous les corps réagissent différemment à l'alcool, mais je pense qu'à partir du moment où tu deviens alcoolique, à partir du moment où tu te sens mal, ça te fait mal la portion à laquelle tu bois, mais tu t'arrêtes pas, quoi. C'est quand on commence à boire tout seul quand même, et tous les jours. Entre bonne résolution et vraie remise en question, certains ont peut-être déjà envisagé de lever le pied. On leur a donc posé cette question toute simple. Avez-vous déjà songé à arrêter l'alcool? Regardez. Non, ça m'est pas passé par la tête. Je n'ai pas du tout envisagé d'arrêter totalement. En vrai, je me dis c'est quand même un des plaisirs de la vie, donc bon, on profite un petit peu quand même. Ouais, totalement, parce que en fait, je trouve que ça sert à rien. Ça me sert pas à grand chose, et puis je peux très bien m'amuser sans boire. Non, mais parce que j'ai pas vraiment l'impression d'avoir un problème avec, donc... Et c'est une chose de vouloir arrêter, mais c'en est une autre d'y arriver, surtout dans une société où l'alcool est omniprésent. Alors on a voulu savoir, est-ce que la société actuelle aide ou freine celles et ceux qui veulent dire stop? Regardez. Non, je pense qu'ils sont pas au point de la cigarette non plus, mais en vrai je pense que ça reste assez accessible quand même. Donc si à mon avis ils voulaient vraiment arrêter, ils auraient mis beaucoup plus de taxes dessus. Ça dépend, c'est une question large, c'est facile de tomber dans l'alcool dans certains contextes, en tout cas dans des petites villes, dans des milieux étudiants, des trucs comme ça. Et enfin, on s'est demandé comment l'alcool est perçu socialement aujourd'hui. Est-ce encore un symbole de convivialité, un passage obligé? Ou au contraire, est-ce en train de changer? Est-ce bien vu socialement de boire de l'alcool? Les réponses de nos personnes interrogées. Ouais, c'est bien vu de boire de l'alcool, je pense, dans plein de milieux. Après, ça dépend. Si tu bois un verre en soirée, pourquoi ça serait mal vu? Après, si tu as vraiment un problème avec l'alcool et une relation malsaine avec l'alcool, bah j'imagine que ouais, c'est mal vu. Ça dépend vraiment de l'environnement.
Ouais, moi je trouve que les gens qui se tuent en boîte, moi je trouve que c'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ce qu'on retient de ces réponses, c'est que le rapport à l'alcool est profondément culturel, mais aussi de plus en plus questionné. Entre tradition et prise de conscience, les mentalités évoluent doucement, mais sûrement. Une chose est sûre, parler d'alcool, ce n'est plus un tabou. Et peut-être que c'est par là que commence le changement. Passons maintenant à notre témoin. Il s'appelle Samuel, il a 55 ans. Il a commencé à boire de l'alcool à l'âge de 12 ans. Et pendant 30 ans, il a été pris dans une spirale d'addiction, alcool, drogue, travail, jusqu'à ce que sa vie personnelle et professionnelle se désintègre. Il devait boire chaque soir jusqu'à l'effondrement. Il nous raconte son parcours. Samuel, merci d'être avec nous. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est... qu'est-ce que vous ressortez de tout ce qu'on a vu dans l'opinion publique? Là, il y a des choses qui vous parlent? Oui, ce sont des clichés communs qui montrent bien en fait que le rapport à l'alcool et surtout à la maladie d'alcoolisme est très flou. Ouais. Voilà. On peut être alcoolique en ne buvant qu'une fois par semaine parce qu'on ne contrôle pas. Et ne pas l'être si on boit un verre de vin tous les jours modérément et qu'on fait une pause le week-end. Donc, tout ça est très flou. Ça, docteur, vous pourrez nous l'expliquer après justement. Comment ça a commencé pour vous? Je le disais tout à l'heure, ça a commencé très jeune. Comment on commence à boire si jeune? Par hasard, avec un copain de collège, on sèche les cours en 5e. On passe chez lui et pour faire comme les grands, on goûte à un verre de whisky qui était exécrable. Sauf que moi, chez moi, ça m'a provoqué une sensation d'apaisement, de soulagement. Ça a évacué toutes mes douleurs physiques, psychiques, existentielles. Ça a calmé toutes mes souffrances. Et je l'ai entraîné, on a fini la bouteille qui était neuve. Et à 12 ans? Oui. Ok. Et à partir de là, je n'ai pas cessé de boire. Pour moi, c'était un médicament. C'est-à-dire que vous aviez conscience que vous aviez des problèmes? Vous parlez là de problèmes que ça venait calmer. Ça, vous en aviez conscience? Non, à 12 ans, on n'a pas conscience de ces problèmes. Il y a un mal-être, il y a une existence pleine de souffrances, de questions. Pourquoi suis-je comme ça? Qu'est-ce qui me rend différent des autres? Enfin, voilà. Il y a moi et puis le monde que je ne comprends pas. Voilà. Donc l'alcool était un anesthésiant. D'accord. Quand vous vous êtes réveillé le lendemain, il s'est passé quoi dans votre tête? Ça allait. Ça allait? Ça allait et je me suis dit, mais j'ai découvert ce qui va me sauver la vie. D'accord. C'est paradoxal. Et j'ai régulièrement refait ça quand j'étais jeune ado. Quand mes parents étaient couchés, j'allais dans le bar de la maison de Normandie avec les alcools, les spiritueux, les calvas, les whisky, les pastis. Et je mélangeais tout ça savamment en petite quantité pour pas qu'on voit les niveaux baisser, dans un grand verre. J'appelais ça un cercueil. D'accord. Et je le buvais petit à petit, pas trop vite pour pas vomir, pas trop lentement pour avoir le temps de laver le verre. Et après, j'allais me coucher et c'était un anxiolytique magique pour moi. Et alors, comment ça s'est passé ensuite? C'était quoi la suite? Donc là, la suite, vous avez quoi? Vous avez 12, 13 Oui, la suite, c'est le collège, le lycée, les études, la vie professionnelle. Voilà, puisque je suis resté alcoolique 30 ans, de 12 à 42 ans. D'accord. Voilà. Sans réelle pause. Donc la suite, c'est une augmentation régulière des fréquences, des quantités. Voilà, et qui rend difficilement conciliable avec une activité, qu'elle soit professionnelle, familiale, amicale. Voilà. Mais quand on vieillit, on doit se rendre compte à un moment qu'il y a un problème. Oui. Et ça a été votre cas? Ça s'est passé comment? Je m'en suis rendu compte en 2010. Ma boîte avait des gros soucis parce que, bien évidemment, j'étais de plus en plus absent dans l'exécution, dans le management. Vous êtes entrepreneur, on le rappelle. Oui, bien sûr. Mon entourage familial, social commençait à s'effondrer et ma santé physique et psychique était dans le chaos. Je suis allé voir mon médecin de famille qui m'a fait un bilan complet et qui m'a dit que si je continuais comme ça, à l'horizon 3-5 ans, je mourrais d'un AVC, d'une crise cardiaque, d'un accident, etc. Bon, j'ai pas voulu le croire, hein, bravache. Je suis allé consulter un autre généraliste, lui demandant la même analyse et j'ai eu le même diagnostic. D'accord. Donc là, force a été de constater que oui, j'étais malade alcoolique et qu'il fallait que je me soigne. Mais il a fallu quelques mois entre ces deux diagnostics et le fait que j'intègre le fait que oui, j'étais malade. C'est-à-dire que souvent un malade alcoolique dit
fièrement, je suis alcoolique, elle le revendique. C'est un peu rock'n'roll. Et à un moment donné, il faut l'intégrer comme étant en vrai une vraie pathologie. Voilà. Et donc à partir de ce deuxième rendez-vous, le temps s'écoule, vous en prenez conscience. Oui. Il se passe quoi? Comment vous vous en sortez? Eh bien, première démarche, je vais dans les associations de non-buveurs, notamment les alcooliques anonymes. J'ai une référente, une femme extraordinaire qui m'accompagne pendant plusieurs mois. Je fais des centaines de réunions. Je la sollicite dans des états pas possibles. Elle est magique, elle a une bonne écoute, mais je n'arrive pas à m'en sortir. C'est plus fort que moi, la volonté n'y peut rien. Je rencontre des addictologues qui me prescrivent toute la batterie des médicaments qui existent. Je les ai tous testés. Ça me provoque un léger mieux pendant quelques semaines, un mois ou deux. Une baisse de la consommation, mais pas un arrêt. Et puis systématiquement des rechutes de plus en plus profondes. Cure de sevrage, cure avec 3 semaines de vacances isolées en Bretagne, mais systématiquement des rechutes. Et plus les rechutes s'accéléraient, plus j'allais profondément. Voilà. D'accord. Voilà. Vous pouviez boire quoi en termes de quantité par jour? Mon craving arrivait tous les jours à 18h. Ok. Mais vraiment une horloge suisse. Il fallait que je cesse tout séance tenante. Et que je me précipite dans un bar pour ingurgiter 3-4 bières fortes, pour tout de suite calmer la bête. Sans plaisir, finalement. C'était sans plaisir. C'était vraiment un médicament pour vous. Exactement, comme quand vous avez très très soif après une journée de boulot dans un champ, vous allez avaler une bouteille d'eau. Bon, moi, j'avalais 1 litre ou 2 de bière costaud. Et ensuite, j'enchaînais sur du vin, beaucoup, une bouteille, 2 bouteilles. Et je m'achevais avec du whisky, du rhum, ou ce qui traînait. Enfin, quand on est alcoolique, on boit de tout. Hein. Il y en a qui boivent de l'eau de Cologne. Hein. Voilà. C'est dur, enfin, c'est fort ce que vous venez de dire, je m'achevais. Oui. Donc vous aviez conscience que là, c'était la fin de la journée. C'était la recherche. En fait, et... ma recherche était véritablement en fait, d'anéantir le cerveau, les pensées obsédantes, d'anéantir, de tirer le rideau, de fermer la lumière. Vous avez eu peur à un moment? Non. Non, j'ai pas eu peur, non. Même, enfin, quand le médecin vous dit 3 à 5 ans, c'est peut-être fini, même ça vous a pas fait peur? Ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que en 2010, mon fils avait 3 ans et c'était après une nuit où je suis rentré un matin à 8h où j'avais fini dans les caniveaux, dépouillé par quelques racailles, comme ça m'arrivait régulièrement, dans des états pas possibles. Et je rentre chez moi, et j'ouvre la porte, et je tombe nez à nez avec mon petit loulou, dont sa mère l'accompagnait à l'école maternelle. Et là, soudainement, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas laisser cet enfant sans père. Quel sentiment, là, vous aviez? C'est vers senti. De rage, vraiment de rage. Vous avez été en colère contre vous-même? Ah oui, tout à fait, oui, absolument. Une rage violente, oui. Comment vous en êtes sorti, justement? Je m'en suis sorti grâce à l'association Baclofène qui m'a permis de rencontrer un psychiatre addictologue et qui m'a prescrit le 7 janvier 2012 du Baclofène en dose croissante. Et quelques semaines plus tard, j'ai rencontré mon indifférence qui est un concept très particulier, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'abstinence, c'est véritablement un moment en fait où les bouteilles ne nous parlent plus. Cette molécule a cet effet extraordinaire de faire qu'à une dose qui est vraiment propre à chaque patient, on n'a plus ce besoin irrépressible de boire, sans aucune force, sans aucune contrainte, et ça devient naturel, et on redevient comme tout le monde. Vous avez le docteur à côté de vous, oui. Psychiatre et addictologue. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Il faut en profiter, il est là. Je pense qu'il y a une question pivot pour un malade, c'est, d'après vous, docteur, quelle serait la clé fondamentale pour qu'un malade puisse s'en sortir et entame une démarche de soins? C'est une question effectivement fondamentale, parce que même dans votre parcours, on voit qu'il y a un peu des évolutions, et ce moment un peu pivot où vous êtes né avec votre fils, il y a un mécanisme dans votre esprit de se dire non, là c'est plus possible. Et donc pour toute personne qui peut avoir des difficultés avec l'alcool, je pense que la question c'est vraiment cette prise de conscience. Je prends conscience que
il y a quelque chose qui ne va plus et que j'ai besoin d'aide et j'ai besoin de m'en sortir. Parce que les parcours de personnes qui souffrent de problèmes d'alcool, souvent sont émaillés de... Voilà, c'est pas un chemin tout droit, hein, la plupart du temps c'est sinueux, mais le moment où il y a vraiment cette prise de conscience, les gens sont engagés. On est là pour aider les gens, les professionnels, l'entourage, mais on ne peut pas faire sans la personne. On ne peut pas la forcer à se soigner. Et donc ça, c'est vraiment un point clé. On approfondira dans un instant. Plonger dans l'intimité de celles et ceux qui luttent chaque jour contre l'alcool, c'est ce qu'a fait notre journaliste Antoine Boitel. En immersion dans un centre des alcooliques anonymes à Paris, il a pu participer à une séance d'échange il y a quelques jours. Pour préserver l'anonymat, les noms et les voix des personnes que vous allez voir ont été modifiés. J'ai tout perdu à cause de l'alcool plusieurs fois. Mes logements, mes travails, ma femme, tout, absolument tout. Dans l'alcool, il n'y a rien qui marche pour moi, il n'y a rien qui fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui suis, je parle pour moi, je suis humainement sans défense devant un verre d'alcool. Je prends une bonne résolution, je me dis je bois pas demain j'arrête, demain je bois. Je suis allé une centaine de fois chez le médecin, sortir avec une ordonnance de médicaments, et j'allais après au bar, je me mettais les médicaments dans le verre, et trop noir, je me réveillais attaché à l'hôpital ou en dégrisement au commissariat, j'ai dû faire le tour des commissariats, enfin tout. Ce livre s'appelle Les Alcooliques Anonymes, c'est le Big Book, c'est le livre fondateur de tout ce qui a été fait depuis le début par les Alcooliques Anonymes. Il y a 12 étapes. 12 étapes, 12 traditions, 12 concepts. La première étape, l'essentiel, c'est on reconnaît qu'on a perdu ses moyens devant l'alcool. Pour pouvoir faire des amendes honorables, il faut non seulement pouvoir dire à l'autre ce qu'on a à lui dire, des conneries qu'on a fait, mais surtout, et plus important encore, être capable d'entendre ce que l'autre va nous dire. Parce qu'il y a ce qu'on croit qu'on a fait aux gens, et il y a ce qu'on a fait réellement aux gens, ou plutôt ce que les gens vont te dire du mal que tu leur as fait. Et il faut du rétablissement pour ça, parce que quelquefois, ça peut être super dévastateur, en fait. D'entendre que, oui, tu m'as fait chier, et puis je vais t'en remettre une couche, et je vais t'expliquer dans les détails ce que tu m'as fait, et ce que tu as peut-être oublié même. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je n'arrive pas, c'est avec mes parents, avec ma soeur, ma famille. Donc, mon premier parent m'a dit, c'est pas grave, tu changes de comportement, et puis voilà, et moi je me suis dit, voilà, en gros, moi j'ai picolé pendant 8 ans, à peu près, très fort. Je me suis dit, je vais bien me comporter pendant 8 ans, et ça va rattraper, quoi, ça va équilibrer. Et voilà, je vais être 8 ans un bon garçon, et les 8 ans sont passés, et le truc est toujours resté, quoi, et là, je me rends compte que là, maintenant, j'ai une nièce, une petite puce là, de 3 ans avec qui je m'entends super bien. Et il y a un truc assez fluide avec elle, il y a un truc assez naturel que j'ai pas avec ma soeur, que j'ai pas avec mes parents. Et je me suis fait cette réflexion-là, je me dis, mais oui, peut-être c'est la seule personne de ta famille à laquelle t'as pas d'amende honorable à faire, quoi. Docteur, une réaction sur tout ce qui vient de se dire, le reportage, le témoignage de Samuel, l'opinion publique de tout à l'heure, ça vous laisse penser quoi ? Je voudrais quand même remercier Samuel parce que je trouve que c'est très courageux. Hein, il a évoqué le stigmate que représente encore l'alcoolisme dans notre société, même au XXIe siècle. Et donc c'est très important que d'autres personnes qui sont confrontées à ça à titre personnel ou dans leur entourage puissent entendre ce type de discours-là. Voilà. Et donc je pense que son témoignage et son expérience, elle lui est très personnelle et en même temps, beaucoup de gens qui ont des troubles avec l'alcool peuvent s'y reconnaître. C'est un parcours semé d'obstacles, d'embûches, de moments où on a l'impression de régresser, peut-être de moments où on peut perdre complètement espoir. Et finalement, il y a cette chose aussi il y a une pluralité de choses qui ont fait que Samuel s'en est sorti. Voilà. Vous dites trouble avec l'alcool, c'est la même chose qu'alcoolisme ? Ouais, alors je suis toujours très attentif aux mots qu'on emploie, parce que y a toujours des représentations ou des choses, les mots en eux-mêmes, ils véhiculent des tas de choses. Je trouve que tel qu'on perçoit le mot alcoolisme dans la société, il est encore très chargé de
beaucoup de marginalisation, de stigmatisation. Et le fait de faire cet effort, de faire la périphrase, d'avoir un trouble de l'usage de l'alcool, ça permet de sortir de ça. Comme si notre cerveau, il prenait les choses de façon plus neutre. Samuel parlait d'une maladie. Oui, prenons-le comme une maladie. Et donc, cette connaissance-là, on peut l'intégrer en changeant les mots. Il y a des consensus au niveau de cliniciens ou de chercheurs pour prendre en charge et faire de la recherche sur ce type de problème. Les termes ont évolué. À un moment donné, on parlait d'alcoolisme. À un moment donné, on parlait d'abus de l'alcool ou de dépendance à l'alcool. Aujourd'hui, on a choisi de regrouper toutes ces difficultés de comportement avec l'alcool sous le terme trouble de l'usage d'alcool. Et ça va être des niveaux différents dans cet usage qui pourraient être de personnes qui ont ponctuellement des alcoolisations ponctuelles importantes. Les anglo-saxons appellent ça binge drinking. Jusqu'à des personnes qui sont dans une consommation plus régulière, quotidienne, chronique. Mais il y a des choses qui les caractérisent de façon commune. Alors à quel moment, vraiment, on se dit, là, il y a un problème, là, il y a vraiment un trouble lié à l'usage de l'alcool, ou pas forcément? Restons simples. Les chiffres à retenir, c'est pas plus de 2 verres par jour. Homme ou femme, pas plus de 2 verres par jour. Et si on considère une semaine, pas plus de 10 verres sur la semaine. C'est-à-dire pas tous les jours. D'accord ? Si on veut considérer la définition du trouble de l'usage de l'alcool, ou de l'alcoolisme, si vous voulez l'appeler comme ça, il y a la question de la durée. Il faut que ça se développe pendant au moins 12 mois. Et ensuite, vous avez des critères. On ne va pas tous les citer, il y en a 11. On peut les trouver facilement sur Internet, mais il faut retenir qu'il y en a 2 parmi ces 11 qui définissent ce trouble. Et puis ensuite, la quantité de critères utilisés va définir léger, moyen ou sévère. Pour vous en donner plusieurs, il y a la question de la quantité. On a parlé du nombre de verres. Il y a la question de percevoir que la consommation, elle nous pose des problèmes de santé, des problèmes relationnels, des problèmes à répondre à nos obligations familiales, de couple, professionnelles, etc. Il y a la question de la tolérance, c'est-à-dire pour avoir le même effet, on parlait tout à l'heure d'utiliser le produit pour s'anesthésier, il faut que, en fait, à chaque fois, pour avoir le même effet, on est obligé d'augmenter la dose. Ça, c'est vraiment caractéristique des addictions et des dépendances. Et puis pour la dépendance, il peut y avoir aussi l'effet de sevrage. Si vous consommez régulièrement tous les jours et que vous arrêtez, vous aurez des signes de sevrage parce que votre corps, votre cerveau s'est habitué. Et donc, c'est un manque. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment en guérir ou est-ce qu'il peut y avoir un point de non-retour? Qu'est-ce que vous voulez dire par point de non-retour? C'est-à-dire qu'on ne peut plus revenir en arrière. Ouais, c'est ça. Il faut considérer. Peut-être on peut distinguer l'aspect psychologique de l'aspect corporel. Malheureusement, les conséquences de l'alcool peuvent entraîner à des stades très évolués pour le cerveau, pour le foie, des maladies qui sont irréversibles. Il y a des démences qui sont liées à l'alcool, il y a la cirrhose que tout le monde connaît. Mais si je mets ça de côté, tous les matins, je répète ça à mes patients, tous les matins, on se réveille avec un nouveau cerveau. On ne se réduit pas à un cerveau. La psychologie, tout ce qui est les relations sociales, etc. Mais tout ça, c'est quelque part intégré dans notre esprit, dans notre cerveau. Et tous les matins, on se réveille avec un nouveau cerveau. Et donc, toutes les expériences des 24 dernières heures peuvent remodeler notre expérience de vie. Et donc, oui, on peut en guérir. Après, le témoignage de Samuel est très intéressant parce qu'on voit que dans son cas, il y a une période où la consommation était problématique, abusive, toxique pour son corps et son esprit. Et il a réussi aujourd'hui à revenir presque à un état pré-alcoolique. Il y a un vrai switch finalement, on a l'impression. Mais malheureusement, il y a des personnes pour qui ça ne pourra pas être le cas. Et ils seront plutôt dans un parcours de zéro alcool, donc d'abstinence totale. Comme si finalement, imaginez que la consommation d'alcool était dans un jardin en jachère qu'on a laissé de côté. On a scié un tronc d'arbre, mais ses racines restent profondément enracinées. Et chez certaines personnes, mettre un tout petit peu d'alcool sur cet arbre va le faire repousser très vite. Et ça peut être, il peut y avoir des variabilités entre les personnes. Samuel, vous vouliez réagir? Oui, je rebondis sur ce que vous dites, docteur, parce que vous dites en filigrane qu'il y a effectivement toute cette dimension psychologique. L'alcoolisme est une maladie multicausale. Et personnellement, j'ai fait le choix d'être accompagné par un psychologue dès ma première rencontre avec ce psychiatre addictologue, parce que j'ai su qu'il allait falloir non seulement traiter les symptômes de l'alcoolisme pur et dur d'un point de vue pharmaceutique, mais qu'il allait falloir aussi traiter toute la destruction psychique, psychologique d'une quarantaine d'années. Et je pense qu'il y a cette reconstruction de l'homme
ou de la femme, et cette reconstruction de l'être que l'on est quand on sort de l'alcool qui est nécessaire, parce qu'on fait quand même face à un bilan qui est quand même catastrophique quand on sort de 20-30 ans d'alcoolisme. Il ne s'agit pas de se foutre en l'air ou de replonger dans la bouteille pour oublier. Et effectivement, cette reconstruction et l'appui psychologique est vraiment fondamental. Quel conseil vous donneriez justement aux personnes qui nous regardent, qui là peut-être se disent tiens, j'ai peut-être un problème avec l'alcool ou pas forcément. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens, en tout cas qui consomment de l'alcool très régulièrement? Et pour les aider, peut-être pour lever le tabou, c'est pas mal de s'informer, d'aller chercher l'information à titre personnel, échanger aussi avec votre entourage, qu'en pensent les autres, et puis ensuite essayer de trouver de l'aide sur les professionnels. Alors, à la fin de l'émission, je pense qu'on donnera des informations et des sites qui peuvent aider là-dessus. On a la chance d'habiter en France avec des dispositifs publics dont la plupart sont gratuits. On a cette chance en France. Et puis, il y a aussi des dispositifs, je travaille en cabinet privé. Donc, pour les professionnels de santé, psychiatres, psychologues, infirmiers, médecins. Et puis, effectivement, peut-être aller du côté des associations de patients. On a parlé d'Alcooliques Anonymes, mais il y en a plusieurs. Je cite aussi Vie Libre, par exemple. Alcooliques Anonymes, c'est d'origine américaine. Et donc, certains patients, j'ai des retours qui peuvent être gênés par l'aspect un peu religieux qu'il peut y avoir derrière ça, mais spirituel, mais voilà. Et puis, alors, ça, c'est un point très important. Dans les suivis, avec mes patients, j'ai parfois des patients qu'on perd de vue. Et quand on les revoit au bout d'un certain temps, ce qui a pu se passer, c'est qu'en fait, ils sont très investis, très engagés dans un suivi. Et en fait, ils se sentent engagés vis-à-vis du professionnel de santé. Et si jamais ils rechutent, ils ont tellement honte, même avec un professionnel, qui se disent non, je ne suis pas valable. Et donc, je vais arrêter. Et donc, c'est notre rôle. Finalement, on est là pour accompagner. C'est un parcours, on disait, semé d'embûches. Et il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on réessaye, cette fois-là, la probabilité que ça marche est supérieure. Il ne faut jamais perdre espoir. Il y a toujours la possibilité de relancer quelque chose et d'utiliser, entre guillemets, ce faux pas ou cette rechute, cet échec, comme la préparation de la future victoire. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Et pour aller plus loin, on le rappelle, le site internet de l'association Baclofen, que vous représentez aujourd'hui également, Samuel, baclofen.org et .com pour le forum. Et si vous vous sentez concerné par ce sujet ou si l'un de vos proches est en difficulté face à l'alcool, sachez que des dispositifs existent partout en France. Vous pouvez contacter Alcool Info Service, une ligne téléphonique anonyme et confidentielle ouverte tous les jours de 8h à 2h du matin au 0980 980 930 ou encore vous rendre dans des groupes de soutien comme les Alcooliques Anonymes que nous avons vus dans cette émission, ainsi que des centres de soins spécialisés qui peuvent également vous accompagner dans cette démarche. Toutes les informations sont disponibles sur les sites alcool-info-service.fr ainsi que sur drogue-infoservice.fr. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ces contenus sur 20minutes.fr et sur nos réseaux sociaux. La semaine prochaine, on parlera d'un tout autre sujet avec l'arrivée de l'été. On parlera de la galère des vacances. N'hésitez pas à nous dire quel sujet vous aimeriez que l'on traite sur 20 minutes. Parce que 20 minutes, c'est votre compagnon du quotidien. Donc, n'hésitez pas, portez-vous bien et à la semaine prochaine.